Mes chers camarades, bien le bonjour. Après avoir suivi le périple du Marseillais Pythéas, je vous propose pour ce nouvel épisode dédié aux explorateurs de l'Antiquité et du Moyen-Âge de partir pour une destination pas si lointaine de nous. Cette fois-ci, fini les terres de glace et les soleils de minuit, on va aller se réchauffer du côté de l'Afrique avec un marin carthaginois. Ah non. Ah si Non mais j'ai pas changé d'avis, le gars s'appelle Anon. J'ai pas dit Anon, j'ai dit Anon. Bref. Parlons déjà un peu de Carthage, qui avant Rome dominait une bonne partie de la Méditerranée. Plus exactement, jusqu'à ce que Rome leur ramasse la gueule à l'issue des 3 guerres puniques qui réduiront Carthage à néant. En attendant, située près de l'actuelle Tunis, elle fut fondée par les Phéniciens venus de Tyr au 9e siècle avant notre ère, prétendument par la légendaire Didon, sœur du roi de Tyr, Pygmalion. Voulant s'implanter dans la région, elle aurait demandé au roi berbère local, Iarbas, de lui donner des terres, et Iarbas, se croyant malin, ne lui aurait accordé que la surface d'une peau de bœuf. On peut dire que Iarbas est une peau de vache. Mais Didon, maline, aurait découpé la peau en fins lambeaux qu'elle aurait disposée de façon à délimiter Carthage. Ah dis donc, futé la Didon. Carthage connaîtra un rapide essor, profitant de la chute des Phéniciens pour récupérer leur comptoir disséminé le long des côtes méditerranéennes, conquérant d'autres terres grâce à une armée efficace et bien équipée, et développant son commerce au-delà même des colonnes d'Hercule sur les côtes de l'Atlantique. C'est ainsi qu'elle atteindra le sommet de sa puissance vers le 4e siècle avant notre ère. Pour le voyage qui nous intéresse, il est difficile d'évaluer à quel moment précis il a eu lieu. Le seul texte qui nous soit parvenu est lui-même une traduction en grec datant de la Byzance du 9e siècle d'une inscription phénicienne trouvée dans un temple à Carthage. Et dans ce texte, le seul repère temporel donné, c'est que cette histoire se passe à l'apogée de la puissance de Carthage. Donc certains y voient ce fameux 4e siècle qu'on évoquait, mais d'autres plutôt une période entre les 7e et 6e siècles avant notre ère. Dans tous les cas, c'est donc un moment où Carthage est en pleine bourre. La ville demande donc à Anon, que certains pensent amiral, duc ou même roi de Carthage carrément, de prendre une 60aine de navires et 30 000 personnes, 5 000 selon des chiffres plus réalistes, pour aller fonder de nouvelles colonies carthaginoises, justement au-delà des colonnes d'Hercule, le long de la côte africaine. Et ça afin de mieux y implanter son commerce, car ça fait longtemps que Carthage y échange ses marchandises contre des peaux exotiques, des cuirs, des défenses d'ivoire et aussi un petit peu d'or. Voilà donc Anon parti. Avec sa 60aine de navires, il franchit l'actuel détroit de Gibraltar et, fidèle à sa mission, installe les colonies le long de l'actuelle côte marocaine, créant d'abord Thumiaterion au nord, puis d'autres, au moins 5, vers le sud. Les historiens s'arrachent les cheveux depuis des siècles pour localiser précisément ces colonies, mais les recherches archéologiques ne donnent pas toujours des résultats très clairs. Après ces fondations, qui ne se font d'ailleurs pas de manière régulière du nord vers le sud, puisque le convoi fait quand même des allers-retours, Anon décide de mettre les voiles résolument plus au sud, avec un petit effectif pour explorer la région. Il commence donc par ce qu'il appelle l'île de Cernée, qui peut très bien être Mogador, en face d'Essaouira, où les Carthaginois avaient apparemment l'habitude de commercer avec les gens de la côte. Il remonte ensuite un fleuve, le Crétès, arrive à un lac peuplé de 3 îles et bordé d'une montagne, puis, insatiable, rentre dans un autre fleuve, lui peuplé d'hippopotames et de crocodiles. 12 jours encore, et il continue vers le sud, où il longe des montagnes puis une grande plaine. Il arrive dans un grand golfe, qu'il appelle la Corne de l'Occident, où se trouve une île avec une grande lagune. 4 jours à nouveau, et il arrive au pied d'un immense volcan, si grand qu'il le nomme Char des Dieux. 3 jours encore, et le voilà dans un nouveau golfe qu'il appelle la Corne du Sud, où de nombreuses îles sont peuplées de sauvages velus. C'est là que, manquant sans doute de vivres et d'eau potable, il décide enfin de remonter la côte, et après ses 35 à 40 jours de voyage, rejoint les terres carthaginoises. Alors, je me doute bien que la description de ce périple, elle vous parle pas forcément, et pour tout vous dire, elle parle pas non plus de façon très claire aux historiens et aux archéologues. Pourtant, certains veulent y voir les côtes de l'Afrique subsaharienne. Le Crétès serait la Sakya Alhambra, le second fleuve, le Sénégal, les montagnes de la côte, le Cap-Vert, la Corne de l'Occident, le golfe de Guinée, le Char des Dieux, le mont Cameroun, la Corne du Sud, le sud du golfe de Guinée, et enfin les sauvages velus des Pygmées. Ainsi, Anon serait allé jusque sur les côtes de l'actuel Gabon, à bord de ses navires antiques, méditerranéens, à rame et à petite voile. Ce qui est quand même, je trouve, assez impressionnant. Malheureusement, ça se discute. Des historiens comme Raymond Mony se sont penchés sur la question et estiment qu'en termes de navigation, ce voyage est impossible ou presque.
Tout d'abord, les navires ne sont pas vraiment adaptés, notamment au niveau des voiles, ce qui signifiait se reposer sur les rameurs, ce qui coûte beaucoup de vivres. Et autant descendre du Maroc vers le Sénégal, c'est plutôt facile, puisque les courants vont dans ce sens, autant remonter vers le nord, c'était quasiment impossible, ce que les marins de la fin du Moyen-Âge et de la Renaissance vont comprendre très vite, puisque eux descendaient le long de la côte et remontaient par la haute mer et les Açores. Et d'ailleurs, compte tenu aussi des difficultés d'approvisionnement, ce qui, entre parenthèses, remet en question le chiffre annoncé de 30 000 colons à caser sur 60 navires quand même, ce voyage aussi loin au sud, du coup il semble un peu douteux. Mais du coup, qu'est-ce qui est décrit par Anon? Est-ce qu'il est allé aussi loin au sud? Est-ce qu'il se serait arrêté par exemple à Mogador ou en tout cas au sud du Maroc? Est-ce qu'il décrit les Canaries ou les Açores plutôt que la côte africaine? Eh bien, ces questions, elles sont très épineuses à trancher, et malheureusement, on ne peut que s'interroger. Les descriptions qu'il donne, elles collent difficilement à la géographie, et pour cette raison, eh bien, beaucoup réfutent l'authenticité du récit. Mais d'autres répondent à ça en disant que son voyage étant un but commercial, il a très bien pu chercher à brouiller les pistes pour éviter que d'autres lui volent ses découvertes. Certains disent encore qu'il est peut-être mort sur le retour, ne pouvant remonter les courants. D'autres, à nouveau, qu'il a réussi, que les courants étaient peut-être moins forts à l'époque, ou tout simplement que des rameurs aguerris pouvaient le faire. Car si lui ne l'a pas fait, eh bien Hérodote prétend que le pharaon Néchao, il a bien envoyé vers 600 avant notre ère, des navigateurs phéniciens faire le tour du continent africain depuis la mer Rouge jusqu'à la Méditerranée. Bref, c'est un joli mystère, doublé d'une belle aventure qu'un jour peut-être l'archéologie éclairera. En attendant, on peut toujours se poser des questions et rêver un petit peu. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à Fred de l'émission Hero.com avec qui j'ai bossé dessus, filez donc vous abonner à sa chaîne si c'est pas déjà fait, c'est vachement bien. En attendant le 3e épisode qui sera dédié à un explorateur du Nord, retrouvez-moi sur Instagram, Facebook, Twitter sous le pseudo Nota Bene Movies, abonnez-vous sur YouTube, à très vite sur Nota Bene.